nous sommes réunis comme chaque mois pour ce café éthique. Et ce mois-ci, c'est Madame le docteur Anon, qui est psychiatre et qui va nous expliquer les enjeux en lien avec la liberté d'aller et venir dans les institutions, et en particulier les institutions hospitalières. Donc j'ai dit liberté parce que le titre était liberté. La question était celle de la liberté ou de la privation partielle de liberté. Je pense que c'est elle qui va nous expliquer tout ça. C'est un sujet important, intéressant, qu'il faut bien comprendre pour ne pas confondre avec des choses qui seraient de l'ordre de l'arbitraire et donc qui seraient absolument inacceptables. Je crois que c'est un sujet vraiment important dans le contexte de démocratie sanitaire qui anime notre milieu hospitalier. Madame Anon. Merci Madame Mamzer. Je suis enchantée d'être là. Je suis le docteur Cécile Anon, je suis médecin psychiatre. Je travaille à l'hôpital Corentin-Selton au Centre de ressources régionales de psychiatrie du sujet âgé. Je suis responsable de l'équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé du 92 Sud. Alors, avant de commencer, je voulais avoir un petit peu peut-être votre retour sur qui êtes-vous. Est-ce que vous êtes soignant? Est-ce que vous êtes travailleur social? Je suis psychomotricienne. Moi, je suis thérapeute à l'hôpital de Gérard. Moi, je suis infirmière, mais maintenant en zone informatique. D'accord, monsieur. Oui. Bénévole, très bien. Monsieur. Je travaille à l'hôpital Vaugirard au service qualité. Je suis membre de la commission des usagers de Vaugirard. Monsieur. Aumônier protestant, Corentin, aussi ici. Très bien. Très bien. Alors, la question de la liberté, c'est fort, c'est très fort. Se pose à plusieurs niveaux, effectivement. Tout d'abord, la liberté d'aller et venir, c'est un droit fondamental constitutionnel. C'est effectivement, avant toute chose, la liberté est définie pas que pour les milieux, comme vous disiez, médicaux ou hospitaliers, ou même en institution médico-sociale. C'est un droit fondamental qui est inscrit dans les constitutions. Donc depuis la Déclaration des droits de l'homme, depuis tous les textes de loi européens, internationaux, a été décrite comme étant vraiment en haut de la pyramide des droits fondamentaux. Vous avez donc la liberté d'aller et venir qui englobe beaucoup de choses. Finalement, la liberté d'aller et venir englobe la liberté de se déplacer d'un endroit à un autre, dans un pays, dans une maison, de pouvoir choisir le lieu de son lieu de vie, de choisir son lieu de vie, de pouvoir aussi se mouvoir, tout simplement. Donc, la liberté de mouvement pour aller d'un endroit à un autre. Elle est régie donc, dans le cadre de ces droits fondamentaux et de manière exhaustive, il y a une liste qui décide quand est-ce qu'on peut aller à l'encontre de cette liberté et quand est-ce qu'on peut priver quelqu'un de sa liberté. Le cadre légal est très strict. On peut priver quelqu'un de sa liberté. J'ai plus tout noté, j'ai quelques petites notes, quelques petites antisèches. Dans le cas d'une détention, d'une arrestation. Donc effectivement, dans le cas d'une détention, d'une arrestation après une condamnation par un tribunal, pour insoumission à un tribunal, en vue d'être conduit en garde à vue par exemple, donc ces conditions-là, on peut être privé de sa liberté d'aller et venir. En cas de détention d'un mineur, quand c'est décidé par un tribunal. Et puis il y a aussi une clause qui dit en cas de détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, une personne aliénée, une personne alcoolique, un toxicomane ou un vagabond. Donc ça c'est dans les textes de loi que c'est écrit comme ça. Et qui est-ce qui détient la possibilité de priver quelqu'un de sa liberté? C'est une autorité judiciaire. La chose est très particulière en psychiatrie, puisque au-delà du juge, il y a l'autorité médicale. Effectivement, à des visées de soins, un médecin psychiatre peut décider de la privation de liberté de quelqu'un. Et c'est tout l'enjeu dans notre spécialité, nous, psychiatres, c'est que légalement, on peut priver quelqu'un de sa liberté pour des raisons de soins. Ce n'est pas du tout le cas en toute médecine somatique. On ne peut pas forcer quelqu'un à se soigner de son infarctus s'il ne veut pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à se faire opérer de l'appendicite s'il ne le souhaite pas.
Mais on peut obliger quelqu'un à se soigner s'il est déprimé, suicidaire, s'il est dangereux pour lui-même ou dangereux pour autrui. Donc il y a un encadrement légal qui est très important en psychiatrie. Je pense qu'il y aura une question qu'on pourra discuter, c'est de la privation de liberté dans les institutions pour personnes âgées, puisqu'effectivement, dans ce cas de figure-là, ce n'est pas légalement encadré. Or, il est très connu que les personnes âgées sont privées de leur liberté dans des services de médecine comme les unités cognitives comportementales, comme les unités d'hébergement renforcé, dans certaines maisons de retraite également, où les portes sont fermées et où il y a effectivement aussi les entraves ultimes qui sont la contention. Mais il faut savoir qu'en psychiatrie, la contention, elle est légalement assurée. Donc effectivement, on peut attacher quelqu'un, on peut fermer une porte d'une chambre ou d'un service de façon légale. Et là, il y a toute une procédure à faire. Depuis 2011 et 2013, il y a eu une modification de la loi des soins psychiatriques sans consentement qui a amené un juge et qui a amené justement l'autorité judiciaire dans les hôpitaux psychiatriques. Et ça a été vraiment une avancée. Au début, on ne pensait pas que ça serait une avancée, mais ça a été une avancée sur la fin, du fait d'avancer, de positionner un juge qui va, lui, le juge de la détention et de la liberté, qui va pouvoir, lui, valider, officialiser cette démarche de soins. Le médecin n'est plus le seul à décider d'une hospitalisation ou d'un soin contraint. Vous voyez aussi que du coup, cette question de la liberté est intimement corrélée à celle du consentement. Donc effectivement, quand on parle de liberté d'aller et à venir, on est directement confronté à la question du consentement. Le consentement, est-ce que je suis d'accord pour être soigné? Est-ce que je suis d'accord pour aller vivre en maison de retraite? Est-ce que je suis d'accord pour avoir tel ou tel soin? Et du coup, qui va recueillir, évaluer mon consentement? Qui est-ce qui va être à même de savoir si oui ou non je suis capable de décider pour telle ou telle chose? Sur quel référentiel on va se baser? Sur quelle méthodologie, avec quelle méthode on va pouvoir savoir si la personne est capable de consentir? Là s'ouvre un grand champ qui est donc celui de l'évaluation du consentement, puisque dans ma vie, je peux être amenée à ne pas vouloir à un moment donné de ma vie être d'accord pour être soignée, quand bien même je ne serai pas en capacité de gérer mon compte en banque, et quand bien même je serai sous tutelle, par exemple. Donc là se pose aussi comment on protège les gens, à quel niveau, à quel degré d'autonomie on protège les personnes. Est-ce que déjà à ce niveau-là, vous auriez des questions, des interrogations sur la psychiatrie, sur la non-psychiatrie? Vous travaillez à Beaujard, donc en majorité, vous avez compris. Donc dans un hôpital où il y a une unité sécurisée, elle est fermée par définition, on peut dire que les unités sont plus ou moins fermées. Alors on est aussi en prise avec ce qu'on appelle la sécurité, c'est-à-dire qu'on oppose à peu près tout le temps, quand on est soignant, l'obligation de sécurité et l'obligation de liberté. Et on se retrouve à se dire que pour votre liberté, comment on fait pour respecter votre liberté tout en assurant votre sécurité? On se dit, pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. Si on doit vous sécuriser et vous empêcher de sortir, de vous mettre en danger, de fuguer, comme ça, on entrave votre liberté. Et dans quel cadre on peut se permettre d'entraver votre liberté, même si nous sommes tous des soignants profondément humains, et on fait ça pour le bien de la personne, dans son propre intérêt, quand bien même il faudrait avoir un encadrement légal. Alors, le contrôleur des lieux de privation de liberté, puisqu'il y a depuis les années 2009 ou 2010, la création de la commission du contrôleur général des lieux de privation de liberté. C'était Jean-Marie Delarue avant, maintenant c'est Adeline Hazan. Ils avaient décidé d'aller visiter d'abord les prisons, les centres de détention de douane, pour vérifier que ces lieux-là étaient correctement dans les clous pour la prévention de liberté. En 2013, Jean-Marie Delarue a dit je vais aller visiter, en 2010, il a dit je vais visiter les hôpitaux psychiatriques. Déjà, en bas de combat, comment ça, les hôpitaux psychiatriques sont des lieux de privation de liberté? Non, ce sont des lieux de soins. C'est une des premières fois où il a mis un pavé dans la mare en disant qu'il allait aller dans les hôpitaux psychiatriques. Et puis finalement, oui, force est de constater que les hôpitaux psychiatriques ont des services fermés à clé, ont des chambres fermées à clé, ont des lits avec des entraves, des attaches, etc.
Donc il est allé visiter des hôpitaux, il a relevé des tas d'hôpitaux qui fonctionnaient très bien, il a relevé des hôpitaux qui fonctionnaient très mal. Donc ça a permis beaucoup d'avancer, vraiment, parce que ça a permis aux équipes de se poser des questions, de se remettre en mouvement sur justement la réflexion éthique, sur ce respect-là de la liberté. Et puis donc en 2013, il a dit « Et si j'allais visiter les maisons de retraite ?» Et là encore, pavé dans la mare, mais non, les maisons de retraite, les EHPAD ne sont pas des lieux de privation de liberté, ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux d'hébergement médicalisés. Il n'est pas question d'assimiler une maison de retraite à une prison ou un centre de détention. Jusqu'à présent, c'est statu quo. Adi Nazan a repris le dossier chaud et épineux des visites en maison de retraite. Ça n'a pas encore eu lieu. Voilà, pour l'instant, elle est occupée ailleurs avec les radicalisations et les prisons, donc elle a autre chose à faire que de visiter les EHPAD. Et surtout, il y a beaucoup de personnes et d'EHPAD à aller visiter. Mais ça a en tout cas mobilisé un peu les médias et l'attention des gens, parce que même les professionnels étaient les premiers à se soulever en disant enfin nous on travaille dans des lieux, on est respectueux du soin, on est respectueux des personnes, on est dévoué, qu'est-ce que vous allez nous assimiler à des matons ou à des gardiens de prison? C'est pas ça notre job. C'est déjà tellement difficile de rentrer en maison de retraite, si en plus vous allez vous les stigmatiser en disant que ce sont des lieux d'enfermement, on va pas y arriver. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est un enjeu important, hein. Je pense qu'on a mis un petit peu la lumière comme ça sur les maisons de retraite qui, de fait, quand vous y rentrez, vous pouvez y rentrer, et encore, il faut avoir un code, vous ne pouvez pas en sortir si facilement. Comment finalement, dans les maisons de retraite en particulier, où il n'y a pas derrière cette privation, il n'y a pas derrière cette privation de liberté tous les moyens qui sont disponibles sans doute pour prendre en charge peut-être le côté psychologie, parfois psychiatrie. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le juste milieu entre cette privation de liberté pour raison de sécurité et quelque chose qui pourrait être vécu comme une maltraitance quotidienne par les patients, et éventuellement d'ailleurs par leurs accompagnants, leurs aidants, leurs familles, leurs proches. Voilà, c'est pas si simple de rester enfermé malgré tout. Je pense que justement, comme il n'y a pas de cadre légal, ça dépend des organisations locales. C'est-à-dire que chaque EHPAD, moi je travaille dans pas mal d'EHPAD et je vois un peu les réflexions de chacun. Et je pense que c'est très en lien avec la personne du médecin coordinateur et du directeur, et puis de la réflexion qu'ils ont pu mener au sein de leur établissement. C'est très en lien aussi avec les moyens dont ils ont à disposition. Et le premier lieu, le moyen architectural. C'est-à-dire que les EHPAD qui n'ont pas de jardin, ça existe, ça ne se construit plus aujourd'hui comme ça. Aujourd'hui, on construit des EHPAD avec des espaces extérieurs, des patios qui sont sécurisés, dans le sens où on peut être dehors sans être dans la rue et prendre le risque de se faire écraser. Où on peut avoir des espaces qu'on appelle de déambulation, donc des espaces qui permettent aux personnes de marcher sans se sentir enfermées, sans se sentir entravées. Toutes ces choses-là sont... La première mesure, c'est l'environnement et l'architecture. Et il y a manière à sécuriser des lieux, à faire en sorte qu'on ne soit pas directement pris sur la ville ou directement pris dans le froid. Et on a entendu des choses dans les médias comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est bien une volonté des directeurs d'EHPAD et des médecins coordinateurs de pouvoir aménager, mettre de l'argent, mettre des moyens dans ces aménagements architecturaux. Les moyens humains, c'est toujours le même problème, il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de monde, et on a beau vouloir qu'il y ait du monde et avoir les meilleures volontés du monde, c'est très compliqué de mettre des gens à disposition. Et ensuite, l'autre réflexion qui est intéressante, c'est de se dire aussi, je ne vais pas avoir une réponse uniquement médicamenteuse ou uniquement décisionnaire de ce type-là. C'est-à-dire, je ne vais pas, je vais dire des choses peut-être un peu brusques, mais je ne vais pas surtraiter des patients uniquement pour qu'ils restent calmes. Et si les personnes ont besoin
de déambuler, si elles ont besoin de s'exprimer, si elles ont besoin de marcher, si elles ont besoin de parler, il faut que je puisse faire autre chose que d'avoir une réponse qui est prenez le petit cachet madame et vous allez vous sentir mieux. Ça c'est quelque chose dont la psychiatrie a une histoire justement qui est inscrite, hein, et en psychiatrie on fait autre chose que de donner des médicaments. Les maisons de retraite, on n'est pas en psychiatrie, le personnel est moins formé, le personnel est moins nombreux, donc les choses des fois dérapent effectivement. La maltraitance dont vous faisiez allusion, c'est effectivement des patients qui sont attachés au fauteuil parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens d'aller leur donner le bras et marcher avec eux et les accompagner. Et que d'un autre côté, les jurisprudences et les attaques qu'il y a pu y avoir sont toujours dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous avez toujours des familles qui vont dire il est fugué, il est tombé, vous ne l'avez pas surveillé, plutôt que des familles qui vont vous dire il est attaché, il est enfermé dans sa chambre, vous ne respectez pas sa liberté. C'est malheureux à dire, mais j'avais regardé un petit peu les textes de loi, les jurisprudences ne vont pas dans ce sens-là. La première des maltraitances. C'est aussi parce que ce sont des personnes qui ne sont pas en capacité d'exprimer leur maintien. Exactement. C'est ça qui fait. C'est aussi sur ce recueil du consentement où on a aussi parlé du recueil de l'assentiment. C'est compliqué aussi d'aller voir quelqu'un, même s'il est très dément, très altéré sur le plan cognitif, et de dire est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous attache, pour ne pas que vous tombiez. Je pense que même c'est un recueil de consentement qui est impossible. Je rebondissais sur les maltraitances. Il faut savoir que les maltraitances les plus fréquentes sont au domicile. Et combien de personnes sont enfermées chez elles par leurs enfants, par leurs conjoints, pour ne pas qu'ils fuguent dans la rue. Et finalement, ça c'est la première privation de liberté. Elle n'est pas que dans une institution, la privation de liberté, elle est aussi à son domicile. Mais combien de familles sont désespérées de finalement le vivre dans une culpabilité intense en disant je ne peux pas faire autrement, moi je n'ai pas d'autres moyens, je travaille, j'ai des enfants, je ne peux pas être derrière mon parent, mon proche toute la journée, donc je suis obligée de l'enfermer à clé et de prendre les clés et de vivre avec la peur au ventre de ce qui va se passer. Donc c'est aussi des témoignages très très importants et je pense que moi, je pars toujours du principe que les soignants sont toujours des gens bien traitants et bienveillants et qu'on n'a pas choisi ce métier-là pour rien et qu'on ne peut pas entraver quelqu'un ou le forcer à faire quelque chose de bon cœur. On a toujours en nous cette référence à la bientraitance et au fait qu'on agit dans l'intérêt de la personne. Après, qui on est pour agir dans l'intérêt de la personne, comment on évalue l'intérêt de la personne, les valeurs antérieures de la personne. Est-ce que cette personne avait telle ou telle valeur quand elle était en toute capacité cognitive, quand elle était en capacité d'exprimer ses choix, ses volontés, qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle avait envie, de quoi elle avait envie, ça c'est aussi des choses importantes. Et on est toujours aux prises au fait qu'on n'a pas le temps, qu'on n'est pas assez nombreux et qu'on doit faire 40 toilettes quand on est deux soignantes sur un étage et qu'on doit faire manger 40 personnes quand on est deux soignantes sur un étage. Donc c'est aussi des enjeux d'organisation, de planification des soins qui sont qu'on ne peut pas les défendre. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas dire bon, comme on n'est pas assez nombreux, tant pis, on entrave la liberté des gens. Ça ne devrait pas être. Et c'est une réflexion éthique, c'est un questionnement. Moi, je discute avec beaucoup d'équipes en maison de retraite où justement, les soignants sont en porte-à-faux, sont des fois dans des maltraitances passives ou des négligences qu'ils ne veulent pas, mais dont ils sont vraiment aux prises. D'abord une précision, je crois qu'à Vaugirard, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas d'unité sécurisée. Si ? Ah oui. Ah, parce que elle n'a pas toujours été aussi. Ah, il y a un code, d'accord. Alors donc les autres versions peuvent déambuler. Sinon, ils ont aussi les bracelets. Qui les empêchent de se passer Mais je crois que le bracelet, ça marche plus. Ça marche plus, c'est pour ça qu'il n'y a pas de zone. C'est pour ça qu'ils ont fermé ça. D'accord. Vous parliez de mauvaises pratiques des établissements tout à l'heure, ça recouvre quoi les mauvaises pratiques? Enfin, vous avez dit qu'il y a des établissements qui faisaient bien et d'autres qui ne faisaient pas bien. Moi, je juge pas bien et pas bien, mais effectivement, il y a des établissements qui se sont posé la question de comment gérer la déambulation, comment gérer la liberté des gens. Et vous avez donc des établissements, j'en connais un, qui a mis quelqu'un à disposition dans son établissement pour tout simplement pour sortir les personnes dans le jardin et pousser les fauteuils.
Parce que si on ne pousse pas le fauteuil, on ne sort pas plus la personne. Et d'une certaine façon, si on ne met pas la personne qui peut pousser le fauteuil pour aller dans le petit jardin, on est dans une certaine forme aussi, on ne donne pas les moyens aux gens, on ne les rend pas capables de le faire. Donc ils avaient beau dire j'ai un jardin, s'il n'y a personne pour amener le résident dans le jardin, on n'est pas bon en termes de capacité de rendre les gens compétents. Donc il y a certains établissements qui, quand ils n'ont pas de jardin, là on va dire c'est pas de leur faute. La réflexion, ils peuvent l'avoir. S'ils n'ont pas le moyen architectural à disposition, c'est compliqué. Je vous dis, c'était pas en termes de bon et mauvais, c'était en termes il y a des établissements qui fonctionnent sans se poser la question, mais des établissements qui fonctionnent en se posant ce genre de questions et en se confrontant aux réalités architecturales, aux réalités quotidiennes de l'organisation de leurs équipes. J'avais une autre question, enfin une interrogation. Oui. Vous parliez des valeurs du patient, peut-être avant parce qu'il avait toute sa tête, pour le dire comme ça, familièrement. Moi, j'ai visité pour faire un audit, je suis au service de la qualité, dans l'unité cognitivo-comportementale à Corentin. Et la question que je me suis posée rétrospectivement ensuite, c'est est-ce que la notion de liberté, elle existe encore pour ces personnes qui sont, pour le coup, très, très... Alors, effectivement, on parle de troubles cognitifs, la maladie psychique est une maladie de la liberté. On peut aussi parler de ça, la maladie psychique à laquelle qui soustrait votre propre volonté de vous-même, c'est-à-dire que quand vous êtes téléguidé par des extraterrestres qui veulent que vous alliez sauver la Terre, vous n'êtes plus vous-même libre finalement, puisque vous êtes sous l'emprise de vos hallucinations, sous l'emprise de votre délire. Je parlais des valeurs parce que ça me paraît important justement quand on rentre en maison de retraite ou même quand on est dans une UCC, qu'on puisse se prendre le temps de rencontrer l'entourage et d'avoir un peu une image de ce qu'était la personne, de qui elle était. La maladie d'Alzheimer, la maladie psychique entrave la relation à soi-même, ça entrave la relation à soi, et se donner le temps de savoir la personne, est-ce qu'elle aimait les chats, les chiens, est-ce qu'elle avait des liens familiaux importants, est-ce qu'elle était impliquée dans une action, dans du bénévolat, est-ce d'incarner la personne. Je parle très souvent de ça, de l'incarnation de la personne. On est très souvent dans le nez dans le guidon et on voit une personne dans un fauteuil avec des couches qui ne parle plus beaucoup, qui est sur lesquelles on se dit de toute façon on a beau lui parler, elle ne comprendra pas, elle aura oublié dès qu'on aura tourné les talons, elle aura oublié ce qu'on a dit. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça et qu'il faut pouvoir incarner la personne, lui reconstituer une biographie, lui reconstituer son histoire. Et pour ça, c'est de l'entourage, c'est de photographie, c'est d'albums photos de la famille, c'est de choses comme ça. Alors, dans les UCC, on ne reste pas très très longtemps, c'est difficile, mais il faut quand même pouvoir s'en guérir de ça. Et on sait quand même souvent que dans les maisons de retraite, on tutoie les gens, on les appelle par leur prénom. Il y a des gens à qui ça peut probablement irriter vraiment très fort de se dire personne ne m'a jamais appelé par mon prénom, personne ne m'a jamais tutoyé ou appelé mamie. Et que finalement, il faudrait peut-être se voir un peu avec les petits-enfants ou les conjoints si c'est quelque chose qui, au contraire, elle adorait qu'on lui donne un petit surnom, qu'on l'appelle Suzette, ou pas du tout, elle voulait qu'on l'appelle madame. Et ça peut être créateur de mécompréhension, de troubles de comportement et de choses comme ça. Mais c'est encore une fois, on n'a pas voulu nuire. On n'a juste pas pris de temps où on ne s'est pas posé cette question-là. Dans les hôpitaux psychiatriques aussi, on tutoie beaucoup les jeunes patients, on les appelle par leur prénom. Et là encore, c'est pas une règle. Il faudrait pas. Enfin, ça rejet en règle en disant on appelle tout le monde monsieur, machin, et on les vous voit, ou on tutoie tout le monde et on les appelle par les prénoms. C'est pas forcément. Il faut pouvoir se réfléchir et faire au cas par cas. Il faut sensibiliser les soignants justement à cette question-là. Parce que... Et je pense que ça améliore bien au-delà du respect fondamental, ça améliore la relation. C'est-à-dire que si la personne en face a une existence propre et un caractère, eh bien on a une manière de l'appréhender, que ce soit parce que l'intimité est quand même très forte avec les soignants. On est dans des gestes très intimes, dans des gestes de faire manger, d'aider à la toilette, d'aider au coucher, d'aider au réveil. Donc toutes ces choses-là sont très intimes dans la vie de la personne. Si on a en face de nous un corps en mauvais état, un petit peu délabré, on est moins dans l'empathie, on est moins en tout cas dans l'accompagnement que si on peut se dire cette personne-là a telle et telle histoire et telle biographie.
pas qu'on soit dans la standardisation des soins, c'est vraiment à l'équipe d'élaborer une démarche de réflexion éthique sur ce problème. Je voulais revenir sur la liberté, parce que j'ai entendu votre réponse, mais est-ce que c'est priver de liberté quelqu'un qui se mettrait en danger, alors que lui-même n'a plus conscience de ce qu'est la liberté? Ben oui, en fait oui. Et puis il y a ce qui s'appelle le droit au risque. Il y a effectivement le droit au risque, c'est-à-dire qu'on peut aussi discuter avec des familles du droit de la personne à prendre un certain risque. Il y a certaines personnes qui vous disent, qui viennent se cassent le col du fémur et viennent en soins de suite. On discute en staff, on dit il ne peut pas rentrer à la maison, il faut qu'il aille en maison de retraite. Combien de fois vous avez entendu ça dans les services? Ma foi, si la personne à un moment donné a pu dire moi même chez moi, je veux mourir chez moi même si je me casse la vinette, je veux être chez moi, je ne veux pas aller en maison de retraite, ça peut à un moment donné s'entendre. Quand bien même la personne aurait une évaluation cognitive très délabrée. Alors, tout ne s'écrit pas dans les directives anticipées. Il y a effectivement les documents de directives anticipées, tout ne s'écrit pas comme ça, mais je suis vraiment persuadée, moi le droit au risque, c'est quelque chose dont je parle beaucoup en équipe. On a le droit, quand on est adulte, on fume des cigarettes. On prend le risque d'avoir un cancer du poumon. Quand on est adulte, on boit du vin. On prend le risque d'être... Voilà. Donc ce calcul de risque, il n'est pas aboli parce qu'on a une maladie psychique ou parce qu'on a une maladie Alzheimer. Il faut aussi justement, dans la balance, pouvoir prendre en considération ça. C'est ce qu'on appelle le bénéfice-risque en termes médical, tout à fait. C'est comme un choix de communauté qui est fermé, c'est le bénéfice-risque. Le risque, c'est qui se mettent pas à avoir des troubles du comportement, à devenir agressif, à mordre et à être déprimé parce qu'il sera enfermé. C'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer parce qu'on est dans une culture de la sécurisation. On nous apprend tous à sécuriser les choses. Et effectivement, combien de fois, j'ai travaillé en psychiatrie avant d'être à Corentin-Selton dans des services fermés ou des chambres d'isolement, combien de fois on avait des gens qui étaient entravés. On essayait de lever l'entrave et il fallait se prendre le risque de lever l'entrave. C'est une partie de qui disait on va se faire taper dessus, on va pas le faire, après ça sera encore pire de lui remettre l'entrave. Et puis une autre partie de qui disait bon bah d'accord, on essaye, on discutait avec le patient et en 90% des cas, la levée de l'entrave ne faisait que du bien. Et finalement la personne avait une espèce de tension qui disait qu'elle luttait contre l'entrave. Cette tension tombe quand il n'y a plus d'entrave. Vous voulez dire quelque chose? Oui, sur la privation de liberté, pour l'admission forcée en psychiatrie, quelles sont les possibilités de recours? Parce que souvent, les malades, vous savez mieux que moi, souvent ils ont l'impression d'être enfermés contre leur consentement. Oui. Pourtant, les procédures sont probablement été respectées. Alors, en psychiatrie, les possibilités de recours, elles sont à n'importe quel moment. La personne, quand elle rentre en psychiatrie, peut faire un recours auprès de la commission départementale des soins sous contrainte et peut faire un recours auprès d'un avocat. Maintenant, comme il y a la judiciarisation, la personne hospitalisée sans son consentement reçoit une notification avec tous les textes et tout est expliqué dans les 24 heures après son admission. Elle peut faire un recours, elle est accompagnée par un avocat à partir du 10e jour. En prévision de l'audience devant le juge de la détention et de la liberté. Et elle peut effectivement dire je ne souhaite pas être sous contrainte. Alors vous avez deux cas de figure. La personne qui dit je veux sortir pour aller me suicider, laissez-moi sortir de l'hôpital. Dans quel cas là on peut avoir des arguments pour dire que notre rôle de médecin est qu'elle ne doit pas se suicider. Et puis il y a plein de personnes qui disent je veux bien me faire soigner, je veux bien rester à l'hôpital, mais lever la contrainte. Dans ces cas-là, on peut lever la contrainte et la personne reste hospitalisée en soins. Donc c'est des cas de figure différents. Le recours, il est tout le temps. Ils peuvent faire appel, les soignants peuvent informer. Il y a un avocat qui peut venir dans l'hôpital. Donc effectivement. Sauf que parfois, le papier dont vous parlez, qui doit être remis dans les 48 heures, est remis au moment de la sortie. Donc les gens n'ont pas connaissance de ce recours Alors, possible. Depuis la loi de 2013, il est obligatoirement remis dans les 48 heures. Ça doit être fait. Ça doit être fait. Ce qui est un peu paradoxal parfois de dire, c'est que ce document-là nécessite une signature de la part du patient.
Alors en fait, on remet un papier au patient en lui expliquant, signer en bas du papier, c'est un papier qui vous informe que vous êtes là contre votre gré. Alors il dit, mais j'ai pas envie de signer, je suis pas d'accord, je peux signer. Bon, alors c'est un peu compliqué de leur expliquer, c'est un formulaire qui vous donne et qui vous décrit vos droits, il faut juste que vous signiez comme quoi vous l'avez reçu. Quand on est très habité par des hallucinations et des désirs, c'est un petit peu compliqué des fois à comprendre, mais bon, ça se fait. Ça se fait vraiment maintenant de plus en plus, cette modification-là. Le papier dont vous parlez de la sortie est un papier qui va indiquer à la personne si elle sort en soins libres ou ce qu'on appelle un programme de soins, puisque maintenant il y a aussi un programme de soins qui peut être un programme de soins contraint qui est établi après la sortie de l'hôpital. Un médecin. Donc un médecin, c'est-à-dire qu'un médecin, c'est le seul habilité à pouvoir décider d'une hospitalisation d'un soin contraint. Il peut être fait, il y a plusieurs cas de figure, il peut être fait à la demande d'un tiers. Et dans ces cas-là, une tierce personne, qui peut être quelqu'un de l'entourage, de la famille, qui agit dans l'intérêt du patient, peut aller en fait solliciter un médecin. Mais la personne n'est absolument pas décisionnaire. Donc ça, c'est souvent... les gens ont peur que ce soit eux qui décident, mais c'est le médecin qui décide. Donc la personne peut solliciter l'avis d'un médecin. Il faut un premier avis médical, il faut un second avis médical, un troisième avis médical qui est fait le lendemain et un quatrième avis médical qui est fait 3 jours après, 72 heures après. Donc vous avez plusieurs évaluations médicales qui confirment ou pas, donc qui infirment la mesure de contrainte, mais c'est une décision médicale. Il faut que le patient soit là. Enfin, j'ai du mal à... puisque c'est un médecin qui décide en ayant vu le patient, après avoir examiné le patient. C'est un certificat qu'on appelle circonstancié, on ne peut pas, sur un avis comme ça, mon voisin va pas bien, hospitalisez-le, ça c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une rencontre entre le médecin et la personne, et éventuellement sur avis, donc sur sollicitation d'un tiers. Ça peut être aussi par contre sur une décision préfectorale ou de la mairie en cas de trouble à l'ordre public. Donc là ça peut être effectivement une autorité représentant de l'État. Et depuis la loi de 2013, ça peut aussi avoir lieu sans tiers. Donc ça peut être aussi, en cas d'urgence, on appelle le péril imminent, ça peut être une décision uniquement médicale, sans avoir la sollicitation d'un tiers. C'est pas une décision facile. C'est pas une décision facile de décider d'un soin et justement d'évaluer ce risque, d'évaluer le risque entre est-ce que je laisse la personne se suicider toute seule ou est-ce que je vais lui venir en aide. Je sais qu'un traitement pourra lui faire du bien, je sais qu'une hospitalisation pourra la soutenir, je sais que j'ai dans la connaissance psychiatrique, c'est une maladie qui se soigne, donc je vais lui proposer ça. La notion de curabilité est importante, parce qu'effectivement en psychiatrie, on sait qu'on a des leviers, des changements thérapeutiques et des possibilités d'aller dans le soin. Quand on est dans la partie cognitive, on est dans les troubles cognitifs, on a moins de réponses thérapeutiques. On a moins la réponse de dire vous allez être enfermé, vous allez être attaché et je vais vous donner un traitement ou une prise en charge qui va faire que ça va aller mieux. On est un petit peu plus dans un accompagnement que dans quelque chose de curable, malheureusement. Moi, je voudrais revenir sur ces privations partielles de liberté, en tout cas ces entraves ou va-et-vient qui sont imposées aux personnes qui sont dans les EHPAD. Parce que je crois que c'est vraiment un contexte très différent de celui de la psychiatrie, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ces contraintes qui sont imposées une part qui est liée aux obligations qui sont de l'ordre de la vie en collectivité, c'est-à-dire que j'ai bien compris qu'il y avait des privations de liberté qui étaient dédiées à la sécurité de la personne. On ferme les portes, on vous empêche de vous exposer à un accident en voie publique, etc. Et vous proposez de négocier ou de travailler sur un droit au risque. Mais dans ces contextes-là, d'institutionnalisation, la responsabilité est un peu différente, c'est-à-dire qu'une personne dont on a fait le constat qu'elle n'était pas en pleine capacité justement de réfléchir et d'avoir un comportement adapté à éviter le risque qu'il aurait accepté de prendre en pleine possession de sa conscience, il
n'est-il pas finalement sous la responsabilité de l'institution qui l'accueille et l'héberge, le cas de risque avéré, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un engagement de la responsabilité de l'institution? Oui, oui et non. C'est-à-dire que dans les chartes des patients hospitalisés en structure médico-sociale, vous avez une obligation de respect de la liberté et une obligation d'assurer la sécurité. Vous avez une tension, de toute façon, entre sécurité et liberté. En fait, au niveau sociologico-juridico, la liberté prime sur la sécurité. Donc, voilà, ça c'est je vous disais, la hiérarchie des lois fait que la liberté est plus importante que la sécurité. Nonobstant, vous disiez, effectivement, je vous disais, les jurisprudences attaquent plus facilement quelqu'un qui n'a pas assuré la sécurité plutôt que quelqu'un qui n'a pas respecté la liberté. Donc, la propension à vouloir assurer la sécurité, elle est plus importante au quotidien. Je crois que ça se fait dans les petites choses, c'est-à-dire dans le contrat d'admission, dans la rencontre qu'on va avoir avec la personne, c'est-à-dire quand on veut rentrer en institution, on va visiter les endroits, on voit les lieux, on peut expliquer à la personne si vous êtes moins bien, il y a cette unité protégée qui est là, qui est enfermée, et ça peut se discuter à un moment en anticipation. Je pense que vraiment l'anticipation est importante. On peut aussi dire il y a un code à l'entrée, mais c'est comme dans votre domicile. Dans votre domicile aussi, il y a un code à l'entrée. Finalement, il y a un code à l'entrée, il y a un code à la sortie. On peut expliquer, j'ai en tête un EHPAD qui a des portes de certaines chambres qui sont fermées avec un petit vigicla, un petit magnétique. Et donc les patients ont un bracelet petite montre, donc ils peuvent ouvrir et fermer leurs portes. Les soignants ont la même montre. Voilà. Mais on leur explique que en fait, ils peuvent sortir, ils peuvent sortir tout seuls de leur chambre, et pour y re-rentrer, il faut quelqu'un leur ouvre, ce qui permet d'éviter les intrusions. Ça permet d'éviter les intrusions des patients ambulants qui viendraient rentrer dans votre chambre, vous êtes chez vous, vous n'avez pas envie qu'on rentre dans votre chambre. Et donc tout ça est expliqué à la famille, à la personne, au moment de l'entrée. Ça, c'est une manière, je pense, très respectueuse de la liberté, tout en assurant, c'est-à-dire qu'on explique à la personne tout ce qui va être là pour sa sécurité. Finalement, quand on va dans un immeuble, on peut dire, voilà, vous avez la boîte aux lettres connectée, vous avez le code à l'entrée, vous avez le gardien qui est là pour regarder, il y a la visiosurveillance. Bon, il faut se dire que c'est un assimilé d'hébergement, un assimilé de domicile. Donc, je pense que vraiment la différence, elle est sur ce qui est dit, ce qui est affiché et ce qui est anticipé avec la personne. Mais si, sans pour autant parler de privation ou de restriction de liberté, quand on est dans un établissement comme celui-ci, rien que la prise en charge médicamenteuse, elle pose cette question de liberté et sécurité. Parce que le patient, il est libre de prendre son traitement personnel et libre de ne pas le donner. Et à l'opposé, les soignants vont dire, oui, mais pour votre sécurité, nous, on doit récupérer les traitements. Donc, même chez des patients tout à fait orientés, classiques, c'est toujours cette balance bénéfice-risque qui s'oppose aux patients et qui peut en plus créer des discommunications entre lui et l'équipe en général. On est dans la relation un peu contractuelle entre le médecin et son patient, puisque finalement, à tout à chacun, quand vous allez voir votre médecin, il vous donne un antibiotique. Si vous n'avez pas envie de le prendre en rentrant chez vous, vous ne le prenez pas. Donc on est dans l'établissement d'une relation de soins assez classique. Mais à la maison, c'est différent, parce qu'il n'y a pas de soignant qui va être là. Quand on est dans un hôpital, il y a la responsabilité que le soignant pourra avoir. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à prendre un traitement. Or, en psychiatrie, justement, comme vous avez le cadre légal, vous pouvez dire à la personne, si vous ne prenez pas votre médicament, vous en avez vraiment besoin, on peut le passer en injection. Et si c'est en injection, vous n'avez pas le choix de le refuser. Donc on a, en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens, mais on a cette notion de soin qui va avec et l'hospitalisation et le traitement. En Angleterre ou en Hollande, par exemple, vous pouvez être hospitalisé et ne pas être traité. Vous pouvez être hospitalisé et refuser les traitements. Ce qui, des fois, pour nous, est encore un peu paradoxal. Si on est hospitalisé, c'est un packaging, ça va avec et on prend aussi les médicaments.
Je rebondis sur ce que vous dites par rapport à un patient qu'on avait en charge, qui était un jeune patient schizophrène, qui a eu un problème chirurgical. Pas vital, hein, un problème chirurgical, il fallait qu'il soit opéré absolument. Et il a refusé l'opération puisqu'il était habité par les extraterrestres, il avait d'autres idées en tête et c'était pas du tout sa priorité de se faire opérer. Il n'y avait pas de risque vital s'il se faisait opérer, c'était une sorte de torsion de testicule. Donc si il tordait son testicule, ça ne lui faisait pas grand-chose, il perdait un des deux, il en avait un deuxième, il avait une fertilité qui pouvait être peut-être un peu diminuée, mais il était assuré. On lui a expliqué le bénéfice, le risque. Le bénéfice, c'est une intervention très tranquille, très connue, très protocolisée, il n'y a aucun risque et au moins vous serez tranquille. Et si vous ne le faites pas, vous allez en perdre un des deux, fertilité diminuée, vous risquez d'avoir un peu mal. Bon, donc on lui a fait les bénéfices, il a refusé absolument. Et le chirurgien m'a dit, forcez-le, puisqu'il est psychiatrique. Vous pouvez le forcer, il n'est pas capable de donner son consentement, et donc forcez-le. Et non, il n'est pas capable de donner son consentement pour des soins psychiques, du fait de sa pathologie psy. Mais pour des soins somatiques, je n'ai pas de loi qui puisse m'obliger, je ne vais pas l'attacher pour le mettre sous anesthésie générale et l'opérer. Dans le cas d'une urgence vitale, s'il y avait eu un infarctus massif, s'il y avait un truc, là on peut passer outre, hein, en cas d'urgence vitale, on peut passer outre là quoi qu'il arrive, mais pas en cas de soins comme ça. Et ça c'est une vraie question, hein, puisqu'on a beaucoup de patients qui vieillissent et qui ont par exemple des maladies cancéreuses. Si le patient nous dit « je ne veux pas de la chimiothérapie », effectivement, dans un mois, il ne va rien se passer, mais vous perdez un certain nombre de qualités de vie dans un an, dans 2 ans. Ça, c'est des nouvelles problématiques qu'on n'avait pas il y a beaucoup de temps. Je crois qu'en effet, on a aujourd'hui une évolution législative qui traduit des attentes des membres de la société. Qui ne sont pas d'ailleurs tous malades, la plupart d'ailleurs de ceux qui s'expriment ne le sont pas, qui ont demandé un réaffermissement de leurs droits et du respect de leurs préférences. Aujourd'hui, en tant que soignant, ayant vécu dans une autre ambiance, dans une atmosphère où on avait vraiment la responsabilité, le devoir de sauver, le devoir de convaincre la personne, etc. On a parfois du mal à assimiler ces avancées législatives qui se sont faites au profit justement du respect des libertés individuelles. Ce qui fait que les situations dont nous avons parlé tout à l'heure sont des situations qui sont encore plus difficiles à justifier et à vivre parce qu'elles nous ramènent quelque part vers une sorte d'élément de preuve que de temps en temps on sait mieux que les gens ce qui est bon pour eux. Alors que la réflexion, je crois, elle doit vraiment se sortir de cette perspective. Ça n'est pas on sait mieux que les gens ce qui est bon pour eux parce que nous sommes professionnels, c'est comment faire pour les aider, pour aider cette personne-là à faire les choix ou à supporter des contraintes que nous ne pouvons lui imposer que ponctuellement, dans certaines limites. Je crois que ce que vous avez dit est un excellent résumé de ce qui est la posture éthique, c'est-à-dire en communication et en lien avec lui, avec la personne qui était avant, avec la personne dans son environnement familial, dans son environnement tout court, avec ses valeurs, et puis ne pas banaliser, ne jamais banaliser ces mesures que nous sommes obligés de prendre parfois de privation de liberté qui doivent être les plus légères et les moins constantes possibles, avec cette notion de réévaluation permanente, de prescription, de réévaluation permanente, qui permettent peut-être d'éviter ce qu'on a connu par le passé et qu'on voit encore dans les séries télévisées, parce que rassurez-moi, aujourd'hui on ne peut plus emprisonner dans un hôpital psychiatrique quelqu'un par le seul fait de l'arbitraire d'une personne à qui on ne peut pas. La lettre de cachet n'existe plus. Et je rebondis sur ce que vous disiez de la réévaluation et de se poser des questions. Donc je travaille dans une unité d'admission aiguë en psychiatrie, donc on avait beaucoup de patients qu'on mettait en chambre isolée, en chambre de soins intensifs, en chambre d'isolement.
c'était difficile pour les soignants à chaque fois donc de procéder, de faire ça. Donc on a lancé, on s'est fait une réflexion et on a dit bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander l'avis aux patients à la sortie de la chambre d'isolement. Ils en auront passé 2 heures, ils auront passé 2 jours. Pour certains, ils auront passé 4 jours. On a élaboré un questionnaire et on leur a fait passer un questionnaire, alors pas de satisfaction, mais de ressenti du passage de ce qu'ils avaient ressenti à l'isolement. J'ai plus tous les items en tête, mais c'était... Voilà. Et donc ce questionnaire-là, on le faisait passer avec l'infirmier à la sortie de l'isolement. Et bien, on a été très surpris et ça nous a beaucoup aidé, nous, de voir qu'il y a quand même beaucoup de patients qui ne l'avaient pas vécu du tout comme une punition, ce que ça n'est pas, qui ne l'avaient pas vécu comme quelque chose de terrible et qui avaient pu mettre des mots en disant finalement ça m'a soustrait de toutes ces sollicitations sensorielles que j'avais qui étaient insupportables, je me suis retrouvée au calme, j'ai pu dormir, vous avez été très présents, finalement les infirmiers, vous m'avez écouté, ça m'a fait du bien. Et quand vous entendez beaucoup de patients, pas juste 1 sur 10, beaucoup de patients qui vous disent un petit peu ce ressenti-là, ça vous permet, voilà, quand vous êtes posé des questions, vous avez eu des réponses. Et puis, on s'est vraiment dit qu'on avait finalement pas fait n'importe quoi, heureusement, et qu'on avait pris ce temps-là. Et voilà, c'est cette petite étude qui est un truc scientifique très important, mais qui a été de se pencher un peu sur le vécu et le ressenti de ces personnes. Quand même, on se serait dit... ils dorment 22 heures sur 24, ils crient 2 heures sur 24, et puis ils n'ont plus leur faculté, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de pensée. Finalement, ils avaient vraiment un vécu qui était... c'était pas 100%, bien sûr qu'il y a des patients qui ont dit que c'était très difficile, que c'était compliqué. Donc avec cela, on a pu reprendre les choses, justement. Donc voilà, ça, c'est des petites choses dans l'évaluation qui peut se faire en équipe sur le vécu des personnes. Les bonnes choses ayant une fin. Il est l'heure de nous séparer. Merci beaucoup d'être venus. Je crois que, en tout cas, vous qui étiez pour la plupart des professionnels de ces situations, vous avez simplement eu la confirmation de ce que vous saviez déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes amené à prendre des mesures de privation de liberté des personnes que vous avez besoin que vous êtes maltraitant. Privation de liberté. Dans certains cas, peut-être une forme de violence. Tout se fait, comme toujours, en éthique. Ce n'est pas la question du faut-il le faire, c'est la question du pourquoi et surtout comment le faire pour que ce soit acceptable pour le patient et aussi pour le soignant dont l'identité, effectivement, est plutôt d'avoir vocation à rendre service aux personnes en charge de les maltraiter. Merci.